rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. David, plus tard dans cet épisode, je vais m'entretenir avec l'Ordre des dentistes du Québec parce qu'il y a une procédure dentaire qui s'est faite grâce à l'intelligence artificielle. Mais c'est pas juste dans le domaine de la santé physique qu'on veut utiliser l'IA, aussi dans la santé mentale. En effet, c'est pas la première fois qu'on parle d'intelligence artificielle ensemble, Alexandre. C'est quand même un sujet assez intéressant parce que justement, les possibilités semblent infinies. Tu parles d'une procédure pour la dentisterie, ça semble assez intéressant. Et là, on parle justement donc pour les thérapeutes, une forme de thérapie en psychologie, si on veut. Il y a plusieurs applications qui se développent pour justement, si on a des problèmes en lien avec ça, si on vit, je sais pas, un divorce par exemple, et on a peut-être un mal-être par rapport à ça, ben on peut poser des questions, se confier à une intelligence artificielle. Bon. Si ça peut aider des gens, tant mieux. Ben, évidemment, on peut pas être contre. Mais d'un autre côté, je me demande qu'est-ce que ça veut dire sur notre société. Je veux dire, est-ce qu'on en est vraiment rendu là à se confier? Parce que, à nouveau, je ferais une différence entre, tu parlais des dentistes, il y a quelque chose de vraiment, évidemment, il y a une relation intime aussi avec un dentiste, c'est-à-dire on n'est pas des robots, mais finalement, on le devient peut-être. Mais en même temps, quand on parle de sujet psychologique, de se confier, il me semble qu'il y a quelque chose d'humain qui doit avoir là-dedans, entre humain à humain. T'sais, on peut se faire opérer par un robot peut-être qui est plus performant, mais une relation en lien avec la psychologie, en lien avec le mal-être, il me semble que ça prend du humain à humain. J'ai pas l'impression que je pourrais me confier à une intelligence artificielle qui me dirait, qui m'écouterait avec empathie, justement, alors que je sais que c'est pas de l'empathie, finalement, que le robot a. Ce serait juste un algorithme, une compétence procédurière, puis qui saurait quoi dire à quel moment, alors que c'est pas ça qu'on recherche chez un psychologue. Ouais, non seulement ça, là, à la base, moi non plus, je pense pas que j'irais chercher de l'empathie du côté d'une machine, mais en plus, là, est-ce que les conseils que cette IA-là donnerait seraient les bons? À date, on voit là, des hallucinations, comme on appelle ça dans le jargon du milieu, des hallucinations d'intelligence artificielle là, vont comme inventer une réponse ou répondre de quoi de vraiment bizarre, là, comme en se basant sur un paquet d'affaires mélangées ensemble. Je pense qu'on est encore loin là, de la coupe aux lèvres au niveau de la santé mentale. Il suffirait qu'on dise quelque chose de travers et de niaiseux du côté de l'IA pour le prendre ça pour du cash. Non, ça serait inquiétant. Oui, en effet. Et là, évidemment, il y a eu aussi des côtés positifs, hein, notamment la question du prix, n'est-ce pas? On parle, ça mène le monde. Et ça, c'est une de mes inquiétudes plus généralement, parce qu'avec l'intelligence artificielle, justement, il s'agit de créer un logiciel, une application, et après ça, tout le monde peut le consulter. Et j'ai peur qu'un jour, justement, on dise, ben écoutez, on manque de main-d'œuvre, n'est-ce pas? On l'entend, celle-là. On manque de main-d'œuvre, on manque de ci, on manque de ça. On n'a pas assez de moyens pour donner ce service-là. Ben, intelligence artificielle à tout le monde. On manque de profs, intelligence artificielle à tout le monde. On manque de psychologues, intelligence artificielle à tout le monde. Puis on va pouvoir dire, ben écoutez, on donne le service. Donc, j'ai peur qu'on se dirige vers ça, qu'on voit finalement des économies à grande échelle. Puis c'est vrai que c'est possible de faire des économies, j'en doute pas. Mais est-ce que finalement, on va préférer les économies à la qualité peut-être de l'intervention, à la relation humaine? On le dira jamais assez, c'est assez fondamental. Et puis donc, c'est une de mes craintes, donc pas juste pour la psychologie, mais plus globalement dans la société. Ouais, après ça, est-ce que ça devrait être le seul responsable, cette IA-là de la santé mentale? Ben, je pense pas. Par contre, comme une béquille, comme un outil, tu sais, d'avoir peut-être une IA ou un logiciel d'intelligence artificielle qui est capable d'écouter en même temps qu'un professionnel de la santé mentale, un psy, est à côté, enregistre l'information, puis donne peut-être des conseils ou des pistes au psy en question, fait « Hey, je semble détecter, tu sais, à l'entendre dire si, ça, je semble détecter ça, qu'est-ce que t'en penses? » Tu sais, c'est comme un espèce de petit assistant virtuel à côté, pourquoi pas? Mais je pense que de mettre quelqu'un, une intelligence artificielle seule pour régler les problèmes de santé mentale, on est très, très loin de ça. On peut pas demander à un cerveau artificiel de comprendre complètement un cerveau humain, David.
Non, absolument, absolument, t'as entièrement raison. Puis aussi, là, on pourrait élargir la question. Dans le fond, tu disais, s'il donne des conseils qui sont malvenus, c'est qui le responsable? Si toutes les questions de confidentialité, parce qu'on peut bien s'imaginer que quand on rencontre un psychologue, on peut dire des choses qui sont confidentielles, justement. Mm. Donc, qui a accès à ces informations-là? Des entreprises privées? Donc, il y a plein de questions par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini. On est loin d'avoir terminé Ben de là. parler d'intelligence artificielle. Ça me semble une évidence. Ouais, absolument. Une évidence, comme tu le dis. Hey, tu voulais nous parler de cette chefferie au Parti libéral du Québec qui commence à se pimenter, à s'épicer. Mhm. On n'avait pas ben de gros noms à part Denis Coderre, là, qui était le plus connu jusqu'ici, qui avait annoncé qu'il voulait se lancer. Là, on parle de Pablo Rodriguez, là, Ouais. du Parti libéral du Québec, le ministre très important là, du gouvernement Trudeau, qui pourrait se lancer à son tour. Là. C'est pas confirmé non plus. Est-ce que pour toi, ça, c'est quelque chose qui pourrait redonner ses lettres de noblesse au PLQ? Pablo Rodriguez, j'ai pas l'impression. Il y a une relative bonne réputation avec le PLC. Je veux dire, Trudeau, j'ai pas l'impression qu'il a une bonne réputation. Rodriguez, il y en a peut-être une meilleure au Québec. Je serais curieux de voir des chiffres. Donc, est-ce que ça réanimerait le PLQ? J'en suis pas certain. Je pense que c'est Joseph Facal qui parlait. Est-ce que c'est Joseph Facal qui disait que finalement le PLQ deviendrait un peu comme le PLC avec Pablo Rodriguez, si on voudrait pas vraiment de ça? Il y a pas tard. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est la sortie dans les derniers jours de Frédéric Beauchemin. Qui dit, moi je trouve que c'est le retour, j'appelle ça le retour du vrai fédéralisme. Parce que souvent j'ai tendance à dire que au Québec, il y a 8 fédéralistes et les autres, c'est des fois qui veulent juste s'opposer frontalement à toute idée de nation québécoise. Et là, Frédéric Beauchemin dit, écoutez, le fédéral dépense en fou dans les compétences provinciales, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment... en fait, tout ça contrevient même au principe du fédéralisme. Donc vraiment, Frédéric Beauchemin essaie de faire une sortie de dire, écoutez, il faut respecter le fédéralisme. Le Québec, selon lui, pourrait se retirer des programmes fédéraux et être compensé à 100%. Et là, moi, en écoutant ça, je me dis, il veut se retirer des programmes qui font pas son affaire, il veut respecter les champs de compétences. Ben, d'accord, Frédéric, si ça n'arrive pas, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas te joindre, je le dis à la blague, là, mais est-ce que tu vas te joindre au PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon si jamais Justin Trudeau n'accepte pas ces demandes-là? Parce que c'est toujours ça la question du fédéralisme, hein? Quel est le levier de pouvoir pour débattre avec le palier fédéral, finalement? Ouais, puis c'est exactement l'espèce de cul-de-sac dans lequel se retrouve François Legault depuis un moment aussi avec la coalition Avenir Québec. Là. Il est très, très nationaliste, veut aller de l'avant avec des mesures qui sont plus autonomistes pour le Québec, mais il est pas capable. Il est pas capable parce que si le fédéral dit non, ben, qu'est-ce que tu fais? Il y en a pas d'autre solution. Il y en a pas. Le fédéral dit, tu vas voir papa fédéral, puis tu te dis, papa, j'aimerais avoir ça, s'il vous plaît. Puis si papa fédéral dit non, mais c'est fini. C'est plate, mais ça ressemble à ça pour la plupart des mesures. Fait que t'as raison de dire que là, c'est bien beau là, de vouloir aller essayer de regruger puis de rechercher les appuis qui ont été perdus du côté du PLQ là, au profit du PQ puis des autres partis plus nationalistes. Mais, tu sais, ça, je m'excuse, là, mais comme tu le dis, c'est une mesure vide de sens là, que propose Frédéric Beauchemin. En même temps, il est tellement annoncé, lui, dans la course depuis longtemps qu'il faut qu'il réussisse à se démarquer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est ce moyen-là, de cette façon-là, qu'il va être capable de se démarquer? Peut-être. Au moins, c'est un essai. Parce que, tu sais, entre lui, Pablo Rodriguez, puis Denis Coderre, on s'entend-tu qu'il se fait surclasser, puis pas mal, là, juste au niveau de la notoriété, M. Beauchemin? Oui, tu as absolument raison. Denis Coderre, c'est sûr c'est le plus gros nom, je pense, mais bien honnêtement, puis on veut pas être méchant, mais on n'a pas l'impression que Denis Coderre a l'énergie en ce moment pour faire la course au complet, pour gagner ça. Dans les entrevues, parfois on a de la difficulté à comprendre ce qu'il veut dire. À nouveau, je veux pas qu'on soit méchant avec lui, hein, n'est-ce pas? Il y a eu des problèmes de santé, tout ça, mais quand même une réalité que des fois, il déparle. Là. À un certain moment, il avait dit la seule chose qui intéresse les Québécois, c'est de manger 3 fois par jour. Ben non, c'est pas le seul objectif qu'on a. Mais on voit que c'est pas ça qu'il voulait dire, n'est-ce pas? Mais comme il déparle malheureusement, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un conseiller qui dise ben Denis, la carrière politique était peut-être finie et les bonnes années sont peut-être derrière toi, puis c'est pas grave. Là. Regarde, moi je vais pas être méchant directement, mais je vais citer là, un mème
Un mème Internet qui a été fait par nos collègues du sac de chips, de la section sac de chips. Ils ont repris là, plein d'images là, de Simone Biles, la fameuse gymnaste là, qui domine son sport puis qui sait plus quoi faire avec ses médailles d'or. Ils ont pris ce format où on la voit, elle, la gymnaste, avec plein de médailles autour du cou. Puis là, c'est moi si telle affaire était un sport olympique. C'est toujours ça, la blague qui est faite. Et ils ont écrit Denis Coderre, si perdre des élections était un sport olympique, avec le coup couvert de médailles. Je cite, c'est pas moi. Cette méchante blague ne vient pas de moi du tout. Je voulais juste la citer pour conclure tout ça. Un plaisir, David. Merci. Salut.